le thème ce soir, bien sûr, que vous le savez tous, comme un phare. Puis en fait, je ne m'étendrai pas sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème-là. Je pense que, d'après les textes que j'ai reçus et j'ai lus, ça vous a inspiré. Puis ça va d'un océan à l'autre, ou ça va d'une planète à une autre. En fait, c'est très différent. Et ça me rend vraiment heureux de savoir que vous êtes aussi inspiré et aussi inspirant également. Enfin, puis la soirée, ben, j'en profite pour le mentionner encore une fois. J'ai le soutien de la Fédération québécoise du loisir littéraire. Ce soir, comme d'habitude, Louise va m'assister. Je vous souhaite une belle soirée et j'inviterai Gilbert Talbot de Chicoutimi à commencer. C'est que le phare de la poésie, c'est ici, à Jonquière, au côté court. Il y a longtemps qu'on fait de la poésie ici. J'étais jeune. Ça fait longtemps. Et puis, dans mon jeune temps, j'avais écrit un livre, un petit texte, que j'ai appelé « Le silence du côté court ». Parce que c'est pas seulement que les poètes qui font la lumière, c'est aussi votre écoute. Et ici, au côté court, il y a une écoute extraordinaire. Ça m'a toujours impressionné. Et la poésie a besoin de votre silence, a besoin de votre écoute. Alors, je vous remercie pour ça. Alors, le voici, cette antiquité. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. C'est Paul Valéry, c'est ça. Sans silence, l'univers ne serait que bruit. La musique de Mozart ne serait que son. Et la poésie à Jonquière ne dirait rien sans le silence du côté court. Silence de vos vieilles églises, silence de vos jeunes masturbations, silence de vos espoirs violentés, silence de vos suicides quotidiens. Tous vos silences saguenéens me pénètrent du côté jardin et m'arrachent des cris du côté calme. C'était l'entrée. Comme un phare. Celui-là, si vous permettez, je vais le dédier à Carmen, qui ne peut pas être ici ce soir, mais qui est mon amour depuis longtemps. Tu es comme un phare dans ma nuit, ma messagère de lumière, la mésange de mes hivers et ma corneille annonçant le printemps. Plus que la pluie et le soleil, mieux que les lions et la biche, tu m'apportes le bonheur dans la tristesse, la vie dans la mort. Tu éclaires le chemin, tu le construis même parfois. Tu guides mes pas à travers les rochers de la grève jusqu'aux vagues rugissantes de la mer mythique. Sans toi, tout aurait une fin. Avec toi naît l'infini, l'éternel. Le beau et le vrai se montrent enfin le visage. Chez toi, tout est calme, paix, harmonie, amour, sérénité, joie. Une joie si grande que jamais le malheur ne pourra l'atteindre. Un amour si pur qu'aucune haine ne pourra l'éteindre. Une harmonie si belle où les cuivres se réconcilient avec les violons. Une paix qu'on pourra toucher, respirer à plein poumon dans un pays qui sera la planète entière, où enfin tout le monde s'aimera sans maudire. Et moi, lui. Tu es mon guide à travers ce labyrinthe, tu es ma philosophie et ma poésie tout à la fois. Tu m'as fait philo-poète. Alors, je ne sais pas si vous lisez Le Clan des mots parfois. Hein? C'est le site que François alimente sur Facebook. Et il y a des gens qui écrivent régulièrement et qui écrivent vraiment très bien. Alors, ce poème leur est étié, je les ai appelés « Mes phares chocs ». Claude, ça marche. Tu es mon phare dans le brouillard de la poésie. François Drolette, tu es mon fortin dans le clan des mots. Je suis le phare à paupières dans les portraits de Sonia Garcia, un nom qui rimelle bien. Et André Morin, es-tu là?
Je voulais te le dire, c'est fort ta musique romantique dans tes vers libres. Et Edmond Fayet, fort de France, solidaire et révolutionnaire pour la liberté, l'égalité, la fraternité dans la République des humains. Mais mon plus beau phare est érigé sur la côte acadienne. Il se nomme Arsenault, bien sûr, et Patricia l'habite. Ajuste l'éclairage et nous le projette chaque jour, et même parfois plusieurs fois par jour, pour que notre radeau accoste à Beauport dans le clan des Beaux. Le dernier, quand le phare s'éteint. Quand le phare s'éteint, le navire s'échoue sur les récifs, les pirates le pillent et tuent l'équipage. Quand le phare s'éteint, ma vie sombre dans la nuit noire, de l'ennui et la solitude me tuent. Quand le phare s'éteint, le pays entre en guerre, frère contre frère, jusqu'à l'extermination complète de la famille humaine. Quand le phare s'éteint, on peut mieux voir la lune et les étoiles, et on laisse alors les astres nous guider au-delà du désastre. Cette poussée créatrice se présentant lors de périodes difficiles, la mélancolie ressort conséquemment de ces textes. C'est Stéphanie Hudon. Bonjour tout le monde, je suis un peu gênée, c'est dans les premières fois, là, en fait, je vais vous lire un peu mes thérapies qui me servent à me sortir des moments difficiles que je vis dans ma vie. Le premier texte que je vais vous lire, c'est le texte qui a été retenu au concours, qui s'appelle « Bouteille à la mer ». C'est un texte que j'ai écrit en plein mois de juillet, gros soleil. Ma mère, mes parents s'étaient séparés, puis ma mère me manquait beaucoup en fait. Puis elle était partie avec un homme qui, mettons que je vais vous dire qu'il en abusait, il la traitait pas à sa juste valeur. Alors par moments, je réussis à ne pas y penser, à ne pas voir l'évidence. D'autres fois, je ne peux m'empêcher de ressentir ton absence. Une parole, un geste, une chanson me rappellent ton sourire, ton ardeur. Mais sans toi, ceux qui restent semblent acteurs d'un film sans couleur et sans son. Faible m'apparaît cette vigne de mots écrits pour te dire que tu me manques. Forte, je traverserai la tempête sur les flots et l'écrirai pour qu'ils atteignent ton encre. Ma bouteille à la mer demeure sans suite. Je sens que ton âme aimerait prendre la fuite, mais qu'un pirate la retient au grand profit des siens. Impuissante, presque attachée au mât, prisonnière d'un bateau plus grand que toi, espérant échapper au regard pour te défaire de cette emprise à ton égard. Faible m'apparaît cette vigne de mots écrits pour te dire que tu me manques. Forte, je traverserai la tempête sur les flots et l'écrirai pour qu'ils atteignent ton encre. Je veille chaque embarcation arrivant au port, imaginant te voir à son bord. Cette attente interminable me tue. Je me montre inébranlable, mais en vérité, je suis une rivière asséchée, épuisée, d'où quelques larmes coulent et disent « Joie, quand reviendras-tu » L'autre texte, c'est encore une période triste de ma vie. Cette fois-là, c'est avec mon... En fait, je suis une jeune fille de 34 ans, mais je suis une jeune femme divorcée. J'ai été 17 ans avec mon mari. Et puis, c'est ça a pris fin il y a quelques années. Puis, on sait que les peines d'amour, c'est très créateur. Fait que c'est ce qui en est sorti. J'ai fait des constats sur moi-même et puis je vous lis le prochain texte. Ça s'appelle « Animal blessé ». Animal blessé, cherchant un refuge, une balise à laquelle s'accrocher pour oublier le mal qui le purge. Abusé, écorché,
Ta noirceur était ma lumière, dévouée, accordée au rythme de tes airs. Marcher dans tes pas, n'être qu'à travers toi, une vie bien sombre, cachée dans ton ombre. Le son de ta voix me donnait des heures. Je ne priais que pour toi, ne croyais qu'en ta valeur. Je t'ai suivi comme une étoile, jusqu'à me perdre même lucide, et disparaître de la toile, moi, ton satellite translucide. Marcher dans tes pas, n'être qu'à travers toi, une vie bien sombre, cachée dans ton ombre. Maintenant, je sais, je n'existais pas. Maintenant que je renais, j'éclaire la route devant moi. J'inviterai maintenant Emmanuel Trotobas à nous présenter 3 textes. On va commencer, je vais suivre le programme. On va y aller Vas-y comme tu veux. avec Ciel Montmarie. En fait, ça m'a inspiré une promenade en direction d'un phare. C'était un phare isolé, je me souviens. Il n'y avait pas beaucoup de visites. Sur ces côtes granitiques et rocheuses, le ciel était chargé ce jour-là. Moi, je me promenais, comme une femme contemplative et amoureuse. La mer s'agitait, mais les gouttes que je sentais venaient du ciel, avec un rayon de soleil. Très vite, l'ouragan passa. Une première ondée se déversa sur moi. J'allais cogner à la porte du phare. Le chemin jusqu'à la maison était trop long, et même à l'auto, au bus. Y avait-il quelqu'un pour me répondre? Une inconnue vient frapper à la porte d'un phare à l'impromptu et personne. J'entrais. Ouf, il était moins une. La seconde ondée, je l'ai entendue. Je l'ai juste entendue. Comme si elle frappait à son tour pour entrer dans le phare. Le temps de monter des escaliers, car dans le phare il y a toujours des escaliers, je pense à ceux qui ont laissé leurs fenêtres ouvertes. Oups. Je montais tout le temps. Et tout le long, j'ai le loisir de voir des tableaux accrochés sur les murs. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Il s'agissait d'un parcours, des papillons, des femmes, peut-être ce qui met en quête au gardien du phare. J'ai observé un tableau. Le papillon était énorme. J'en restais bouche bée. Était-ce une région en papillon? Je m'empressais d'aller connaître le collectionneur et peut-être l'auteur de toutes ces belles œuvres. Je grimpais aussi vite que possible. Ma respiration devenait allaitante, mes seins rebondissaient, mais je me disais que j'allais peut-être un peu vite. C'était peut-être l'effet escompté. Mais mieux valait reprendre son souffle et être prête à faire face à toute éventualité. Pas un bruit. J'arrivais au sommet, la plateforme d'où l'on pouvait les voir loin, si loin, avertir les nouveaux bateaux. Et dans une telle tempête, il devait être activé, non? Non, tout semblait si calme. Et pourtant, lorsque j'enlevais mon manteau, je sentis quelque chose s'abattre sur moi. Comme quoi? Comme une grosse masse. Le phare était submergé. Une fois, 2 fois. Ah, c'est toi, je ne t'attendais pas de si tôt. Je suis bien surprise d'entendre une telle voix. Remarque avec ce qu'on a là. Oui, en effet, je vois. J'avais répondu, il fallait bien que je réponde, mais qui était-ce? Qui étais-je? Puis l'âme me regarde et je crie, ciel, mon mari. Oui, à qui t'attendais-tu? Toi qui arrives ici en pleine tempête. Puis nous avons bien ri. Je ne me souvenais plus ces papillons, ces femmes peintes ou photographiées entre chaque tableau de papillons, entre chaque bourrasque. Je lui ai envoyé un baiser et un clin d'œil. Le phare doit sointer de toutes ces eaux alors qu'il est, dit-il, comme s'il n'avait rien vu. Mais aussitôt après, nous étions dans les bras l'un de l'autre. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé immédiatement après, mais plus tard, il dit, tu vois, quand tu es à la maison avec les enfants et tu t'occupes d'eux, je sais à fond, au fond de moi, que tout va bien, que tu es comme moi ici, comme ce phare qui veille à ce qu'il n'y ait aucune collision, pas d'accident, enfin tu le sais bien, je t'aime. Et là, j'ai voulu être submergé comme ce phare par cette puissance, que mon compagnon sur le phare et que je lui pleuve dessus toutes mes larmes d'amour. Mais je me souviens alors ce que nous venions de faire. Heureusement qu'il n'est pas marin, me dis-je. C'est pas marrant, mais pas marrant du tout. Tout ce temps à attendre, remarque, je dis ça, et je me souviens plus de rien tellement souvent. C'est pas à la mer qui prendra mon âme. Ce phare reste bien debout, ce phare si beau,
aussi bien dehors dans sa blancheur et son haut rouge, ce phare si beau dedans, ses souvenirs. Je m'aperçois que je m'étais perdu dans mes pensées et je ne le voyais plus, alors que je ne l'avais pas vu depuis quand? Et où était-il maintenant? Je ne le voyais encore plus. Voilà. Non, sur la grève. Alors j'attendais sur la grève comme si tu étais le bateau et moi le phare. Je prendrais la relève, je serais le bateau et toi le phare. Il faut bien que tu m'éblouisses, il faut bien que tu m'allumes, il faut bien que j'écrivisse avec cette belle plume. Elle avait l'air d'une épée au-dessus, un poids sur ma tête. Je l'ai revue, cela m'a paru tellement bête. Ce glaive épée de Damoclès n'a pas empêché que je me lève, laissant dégouliner toute la tristesse. Je reste là à attendre, la tempête fait rage, et oui, j'attends m'attendre, et oui, ça déménage. La foudre et l'orage, puis je renais de mes cendres. Comment serais-je parti en voyage, pris à nouveau à monter l'esclandre? J'étais le bateau ou le phare. Pendant que tu te maquillais, je naviguais et rêvais de te parler sans phare. J'étais le phare et toi le bateau. Pendant que tu voguais, je rêvais et signalais, je te voyais piquer un phare. La tempête calmée, tôt ou tard, nous aurions accosté. Mais quel froid de canard! Il ne fallait pas que ce jeu périlleux soit un fardeau. 2 canards boiteux, c'était trop. Dans la mare aux canards, des canards d'eau, des malards, avaient joué au phare et au bateau. Signe dans la tempête. Alors je vois la mer comme le monde et ces bateaux qui voguent à la dérive. Des institutions, des gens sont là comme des phares qui envoient des signaux. La mer, c'est comme le monde. Les bateaux sont les États, les entreprises multinationales puissantes et riches, et la mer continue de monter. Les phares continuent d'envoyer des signaux, de la lumière. Des bateaux se croient puissants. Ils heurtent le phare, sombrent dans cette mer qui continue de monter, où s'y arrive le temps que la mer baisse. Car ce sont les bateaux qui font que la mer monte. Il n'y a pas que les marées, il n'y a pas que la grande marée, il n'y a pas que l'astre puissant. Ce qu'on voit ressemble plutôt à un désastre. On attend un miracle pour que cette montée des eaux cesse. Les petits bateaux, les sous-marins, je ne sais quoi encore. Ces forces contraires se font face, celles qui reconnaissent les signes et celles qui les ignorent. Et toutes sont dans la tempête. Mobilisation générale. Tous sur le pont, ou tous à son poste. En tout cas, si on est un sous-marin, il est temps de se mouiller, de plonger, à suivre. Et la mer danse. Et la mer danse, danse. Merci. Bravo. Merci Emmanuel. Notre prochaine auteure, Céline Larouche, qui nous vient d'Allemagne. Céline. Alors, j'ai travaillé fort parce que le phare, je les admire, les phares, mais je ne savais pas qu'est-ce que je dirais. Alors, j'ai travaillé avec un correspondant que j'ai qui s'appelle Christian. Sa présentation est celle-ci. 3 phares s'essayant, 2 allumés devant pour éclairer la route de 2 auteurs. Le phare de recul n'est pas intéressant, car regarder en arrière, ça c'était avant. Fait que c'était la présentation. Pharos, belle maîtresse allongée à ses pieds, haletante au désir que lui aurait, cet arrogant phallus en son centre érigé. Regardait les éclats lumineux de ses feux, éclairait cette nuit de désirs amoureux. Phallus auquel enfin elle s'abandonna aux hallucinations troubles de sa libido. Arcane d'un désir trop longtemps refoulé, rejoua 1000 fois entre ses bras de feu, ensorcelée, la scène du plaisir éprouvé. Éclatante d'amour au sein de l'univers, radia alors du monde les Galapagos.
Ainsi devenue une île universelle, habilement centrée sur l'île de Pharos, Ptolémée dès lors repensa son modèle. Enveloppée dans les algues durcies, elle resplendit dans les longues nuits incertaines. Assouvie de légendes glorieuses confondues, horrible parenthèse de l'histoire ancienne, Ptolémée réfléchit au jeu de ces miroirs. Et fermant les yeux sur ces instants lumineux, remuant les entrailles des mémoires passées. Aux voyageurs de l'eau qui suivent ce feu sacré, hésitant quant au flot nébuleux de la vie, puissiez-vous accoster pour toujours au bon port. Célian. Et l'autre, il est de moi, un phare est né. Depuis de nombreuses lunes arrimées au roc, tu te dresses nocturne et ta lumière veille. Nulle vague, nul macaret ne viendront à bout de toi. Porte l'espoir en ta tour, éloignant les ennuis probables. Comme sémaphore, loin des fosses abyssales, tu te montres rassurant et sans cesse tu fais le guet. Tu t'élèves dans le ciel comme le maître des marées. Ton faisceau éblouissant éclaire les océans. Figé dans ta verticalité, en cette saison polaire, tu trônes sur ton socle comme une bête de givre. L'écho de ta sirène pousse ses gémissements. À travers les embruns, faudra-t-il craindre le pire? Vigie de tous les instants, veilleur infatigable, fouetté par les vagues, marin, attention au largue. Sans cette lumière des hommes pour vous mener au quai, votre vie ferait naufrage. Vous pouvez encore rêver. Prisonnier d'une surface esselée, pourquoi ce phare cesserait-il de vous guider? Quand les étoiles, à l'horizon, se mêlent à la mer, elles permettent à tous de suivre leur destin. Merci. Merci Céline. J'inviterai maintenant Jérôme Godreau. Jérôme de Saint-François de Sales, je crois. Oui. Saute d'humeur. Ah, la belle humeur des jours. Absurde comme un sourire. Celui d'une jeune fille, par exemple, qui passerait par tous les détours, se confondre dans une corde, vibrant, sans nous, sur un sol. Désirant mordre les gammes de ce piano assis sur ce pont. Au clair de briques, elle chiale. Et, entre les planches, elle crie ses nuits malaisées en son cœur. Vanité équivoque. J'aime attendre, mais pas
pas patienter. J'aime travailler, mais pas le travail. J'aime être libre, mais pas la liberté. J'aime l'ignorance, hein, mais pas les ignorants. J'aime les humains, mais pas l'homme. Tu sais, l'homme avec un petit gros H, il n'y a pas rapport. J'aime la poésie, mais pas le poète. J'aime rire, mais pas les blagues. J'aime le vin, mais pas les libations. J'aime manger, mais pas digérer. J'aime parler. Ah ouais, ça j'aime ça. Mais pas ce que je dis. J'aime lire, mais pas les paragraphes. J'aime la musique, mais pas le bruit. J'aime entendre chanter, mais pas les faits. J'aime la beauté, mais non, pas le manque d'effort. J'aime les femmes, mais pas les hommes. Tous les hommes, avec un petit H. J'aime plaire, mais pas séduire. J'aime être, mais pas pareil. J'aime l'honnêteté, mais pas être malhonnête. J'aime être gentil, mais pas l'hypocrisie. J'aime les ennemis, mais pas l'amitié. J'aime aimer, mais pas l'amour. Ça fait longtemps que j'écris ça. Dans le temps, c'était vrai. Mais là, c'est pas vrai. Je l'aime en esti l'amour. J'aime la vie, mais pas celle-là. J'aime la solitude, mais pas être seul. J'aime moi, mais pas le reflet. J'aime être compris, mais pas amoindri. J'aime l'incertitude, mais pas l'espoir nul. J'aime être intelligent, mais pas handicapé. J'aime sa définition, mais pas mes estis d'incompréhension. Ivre et anxieux, forte, et la main sur son épaule. Je déglutis son feuille, m'aidant à dissoudre la froideur. Coule sang chaud, issu de gnôle. Dirant sa noble identité, j'oublie notre vie précipitée vers mon gouffre rouge au parvis blanc qui m'amène l'espoir d'espérer pouvoir encore supporter ce bas dans le bas-fond de mon doux plaisir. Je rêve à la cave du vizir d'allonger ma vie sans dur trépas et vite trépasser mes souvenirs. Son long cou noué à ma main creuse, juste là, au débouquement de la Meuse, d'où je voulais jamais me revenir. Boire ainsi tout mon inconscient, son cerveau imbibé en poche, pour éteindre le son de ses cloches, voulant me guider à bon escient. J'appelle Sally à la rescousse, afin que mon tourment soit noyé. Fracassé, son corps me repousse vers l'image de mon âme envinée. Ode, hissé sur le pont.
je navigue au chant doux de vos mots, ma belle. Au moment même où ils envahissent ma tourmente prenante, je largue ma volonté d'être amarré à ces bollards corrodés. Car tous ces jours brumeux où j'ai vogué loin de vous ont fini par emprisonner ma voile sur une île peuplée de vierges inconnues. Pendant que j'étais avachi sur leurs sables incertains, mes libations se sont égarées sur des corps tellement beaux que ma coque s'y est triste abîmée. C'est l'écorchure d'une vie amère que ma proue, encore sage, garde comme cap, aimant malgré tout l'illusion sournoise des vents tendres que je laisserai souffler, là où chantent mes reines belles. Je naviguerai toujours par amour, et peut-être, un jour, viendrai-je accoster à ce quai d'un port sans nom, ou sinon, juste jeter mon ancre un peu plus loin, à quelques nœuds de vous, tout près de votre phare heureux. Le temps d'être assez valeureux. Ah ouais. Un cours d'eau douce. Mais qu'est-ce que cette vie aisée? Vouloir savoir où elle mène, elle est bien trop grand pour se laisser choir. Ah, sirène, arrête, montre-moi sous toi, pour qu'un instant, je puisse être roi. Cette mer d'ombre où je baigne, je flotte autour d'une murène. Selon ce maréchal heureux, on ne peut qu'être soldat sur un banc d'or, vif sommeil bleu. Nager au-dessus sans saillir, avant qu'elle voile son drap, seulement pour que son royaume me désire. Ok, maintenant c'est le temps. Étendez-vous tout le monde. Émerge de ces fonds en toi. Libère-la, la foi qui croit en tes reins, des seins dévolus. Pleutre mer morne sans sauvage, l'adage de jadis prend l'âge. Ta pensée est scellée, afflue, de craintes en vue. Nuit pendue d'étoiles perdues, où vit le vol de ce crochet d'oie qui nuit à l'ombre des cieux et désire, eux, n'être qu'à toi, mi-brun, mi-gras, si on veut. Admettre qu'étant ce que t'es, tu ne peux t'empêcher de suivre. Écoute ton roseau en pleurs. Laisse-toi bercer et défais-toi de ta vie l'envie de fuir. Et attends, mon doute est temps qu'il pleuve sur toi. Étant Lapierre possède une formation en art visuel. Elle a enseigné surtout en art plastique au niveau secondaire. J'en témoigne. Alors, mon phare, moi, j'ai commencé. D'abord, je trouvais ça un peu compliqué comme sujet. Alors, je suis allée rencontrer Virginia Woolf.
Puis en fait, je trouvais ça intéressant parce que pour elle, les gens disaient, les critiques disaient que son phare, d'abord, c'était le titre, c'est La promenade au phare. Puis elle disait que les gens disaient que la symbolique était la mère et le père, parce que la mère prenait beaucoup de place, puis le père il était renfermé, donc il était un peu comme un phare, la solitude, tout ça. Puis quand elle est décédée, après son suicide, là, ça a changé complètement. Là, le mal-être, c'était toutes sortes de choses. Elle n'était pas bien dans sa peau. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est large, dans le fond, la symbolique peut être plein de choses. Hein. Alors, j'ai lu le livre au complet. J'étais partie. Alors, comme un phare, moi, j'ai associé ça à la mémoire, au lieu identitaire, à mes racines acadiennes. Le poème a été écrit aux îles de la Madeleine en observant une femme qui cueillait des graminées, qui m'offrait des graminées sur la terre abandonnée de mes grands-parents. Alors, c'est sûr que c'est un peu, quand j'écris ça, je suis toujours un petit peu émotive parce que c'est mes racines, c'est important. Puis j'aurais donc voulu rester là, aux îles de la Madeleine. Je suis au monde ici. Et mes parents nous en ont tellement parlé qu'on est devenus, par le fait même, acadiens. Alors, mon texte rend hommage aux femmes acadiennes des îles, des femmes exilées qui, sûrement, ont été des phares pour leur famille. Alors, ça s'appelle La glaneuse de mémoire. J'aurais pu marquer le phare de la mémoire. Alors, courbant les chines pour recueillir le foin lion, le temps d'exil et d'exil, elle reprenait en brume d'hier, comme vague à l'âme, la position du soleil le couchant et galet usé, de la mer jusqu'à l'aurore, de la vie jusqu'au destin. Courbant les chines pour observer les champs de blé, filet noué d'île et d'exil, elle respirait sa langue séchée sur les rivages, chevure du vent, histoire de houle et de naufrage, les douces odeurs de ses racines. Courbant les chines pour relever grains de misère, fil des années d'île et d'exil, elle appelait profil de mer, l'enfance des songes, des souvenirs, chants d'angélus et de langage, de cris lointains de la mémoire. L'autre, ça s'appelle Prendre racine ou dualité. Moi, je trouvais que mes parents qui venaient des îles, des îles de la Madeleine, ils étaient restés un peu dans leur passé. Puis, ils ne tournaient pas le dos au présent, puis au futur. Et il était pas mal dans le passé. Je pourrais écrire, par exemple, lire cette partie, ça vous situerait peut-être avant le poème. Alors, ma mère, Angèle, était proche de ses racines, pour nourrir ses environnements au Saguenay. Elle vivait tout de même dans son passé. Elle avait quitté les îles de la Madeleine à l'âge de 15 ans, toujours imprégnée de la terre, de sa terre natale, de son paradis perdu. J'avais souvent l'impression d'un manque, d'un vide chez elle, qu'elle s'ennuyait de son coin de pays. Le dimanche après-midi, son seul temps de repos, elle s'assoyait près de la fenêtre, à un bout de la table à abattant, le regard perdu dans ses pensées. À cet instant, je savais que dans sa tête et dans son cœur, ma mère voyageait au-dessus de ses îles, sur les ailes effilochées des oiseaux de mer. Ayant emmagasiné de nombreux souvenirs, elle nous racontait avec un brin de nostalgie sa vie d'Ilienne, sans doute idéalisée. Tout en continuant nos activités, nous l'écoutions d'une oreille plus ou moins attentive. Plus tard, il m'a semblé qu'elle avait vécu dans l'ombre de ses souvenances en vase clos. Aujourd'hui, je suis consciente que son attachement était de nature viscérale et que grâce à elle, j'ai pu développer à mon tour un sentiment profond d'appartenance à mes racines, un héritage précieux, un phare sur lequel j'ai pu me guider et qui continue à m'éclairer. Alors, le poème est « Prendre racine ou dualité », s'intoxiquer avec l'air de ses racines, prendre terre pour sienne, s'allonger pour sentir dans ses veines, couler le temps à jamais perdu, ou renaître à partir du début, s'alimenter de passion et de quotidien, courir pour revenir d'un ailleurs et rester pour vivre et mourir. J'invite maintenant Gérald Savard.
Deux choses. Uno, j'ai pas d'accessoires. Mais dites à votre imagination de faire un deuxième, ce sera une nouvelle, un court récit. Madame Rita, c'est de la fiction, par exemple. C'est un court récit. Des fois, je trouve que certains thèmes prêtent bien à ce genre littéraire. Alors, ce soir, c'est le cas. Mais ça ne m'empêche pas de continuer d'écrire en poésie. D'ailleurs, en avril, à la mi-avril, j'aurai mon 5e recueil qui va sortir dans les bonnes librairies de la région. Donc, je vous mets en contexte. C'est ma tête. Comme ça, comme ça. On est au trait-carré, donc le trait-carré, c'est l'extrémité de la tête. À l'autre bout, ma maison est là, les bâtiments qui bornent au chemin du Rhin. À l'extrémité de ma terre, j'ai érigé un immense poteau. Auparavant, j'avais accroché une lumière. C'est pas un lampadaire, c'est pas un réverbère, c'est comme un phare. C'est mon phare poteau, si vous voulez, ou c'est mon poteau phare. Puis quand il y a des vents violents, je tiens le phare poteau. D'où l'expression tenir le phare. Toujours au bout, au trait-carré, à la limite, après, ça devient escarpé, c'est la falaise, puis en bas, c'est la grève, le sable, la plage, puis après, c'est la mer, c'est l'océan. Vous êtes en Océanie. Vous êtes les eaux. Les eaux OS, ça c'est le premier niveau, mais je parle des eaux comme la mer. Je vous en prie ce soir, faites pas trop de blagues parce que j'ai des amis qui sont en mer. En bon habitant, vous voyez, j'ai mis mes bottes à balai. Vous voyez bien, constater, c'est mes bottes à balai, bottes à tuyaux, achetées à petit prix, à tout prix. J'ai mes jeans, vous ne voyez pas la marque, mais c'est Ranch. Mais c'est mes jeans. Vous constatez que j'ai enfilé ma veste carottée rouge et noire à carreaux. C'est une marque. C'est de la Codette, hein? Puis, vous remarquez probablement aussi, il est évident, mon chapeau de paille, j'ai relevé les barres et que j'ai roulé. C'est comme dans les films, vous demanderez à Demers après, dans quel film il y a des acteurs qui portent des chapeaux comme ça. Donc, vous êtes en situation. Alors, je vous présente la nouvelle. C'est assez fort parce que dans le micro, des fois, ça m'embête. Bon, c'est pas mon théâtre. Donc, le titre des marins amis. J'ai un ami marin, un marin ami si vous préférez. Il a une blonde, Marine elle aussi, de cheveux blonds. Vous avez compris que Marine, c'est la féminisation du métier de marin. Hein? 100 marins petits, ils voyagent sur l'eau ensemble. En fait, ils sont toujours ensemble et toujours sur l'eau. Ils marinent à longueur d'année. Ils mèrent sur toutes les mers d'entre les continents. La mi-femme marine, la blonde, elle est toute de lumière. Son mari, l'ami marin, possède aussi ce quelque chose que les autres marins n'ont pas. Oui, il est robuste, vif, spirituel, mais il est lumineux de sa personne. D'intelligence éclairée,
avec de brillants projets puis d'instincts flash. Il est comme un phare pour moi. Paradoxal, vous me direz, j'en conviens. En effet, il passe son temps en mer, quelquefois aussi en sa blonde, et il sort en même temps. Pour lui, en mer, moi je suis son pote en terre. Nous sommes des potes amis. Cet ami pote s'appelle Paul. Drôle de consonance. Paul. Il parle bien plusieurs langues, pourtant il n'arrive pas avec le cambodgien qu'il va vous massacrer horriblement. Ces temps-ci, ils font vague en Atlantique, direction nord-est sur l'Hexagone. Sa blonde marine, de prénom Marie, se tient à gauche sans peine. Si elle dérive trop vers la droite, la marine bloque la barre avec le pen dit à verrou. On pote ensemble au moins une fois par année. Au printemps des ouragans, mes amis marins remontent au nord. Pour moi, l'habitant de terre, habitant la terre sur laquelle se tient debout mon phare poteau, ça devient facile de repérer mes marins amis lumière d'étoiles telles des phares. Mais l'ami n'est pas aussi visible de loin pour eux, car je me tiens debout près du phare sans être trop éclairant. Même si Paul et Marie sont des marins phares et moi, habitant plutôt Far West, nous nous entendons bien. Alors, pour leur faciliter l'approche de jour par temps brumeux, je fais diffuser en boucle un enregistrement dans les haut-parleurs placé tout en haut du poteau phare, sur ma tête, sous laquelle une mine avait cessé d'être exploitée pour cause de mise aux arrêts. De la mer, au loin, on peut entendre « Amis marins, marines ici, par ici, Paul-Marie, par ici. » Par vent peu fort et peu bruyant, du petit village pas loin, on avait supposé aux premières auditions que Gros Ben s'étant radicalisé, se serait bâti un minaret citadelle sur ma terre d'habitants minée aux arrêts. Il faut dire que les gens du coin étaient peu enclins à avoir une oreille attentive aux radicaux libres. La grosse sèche. En cette année, j'avais tout particulièrement hâte de revoir mes potes amis, Marin-Marine, Paul-Marie. Nous fêterions jusqu'à 100 connaissances nos 30 ans de connaissances. Depuis quelques jours, je portais mes jumelles sur les os. Vierge que j'étais impatient. Les haut-parleurs exaspérés montaient le ton. « Paul-Marie! Paul-Marie! » Paul-Marie, c'était aussi le nom du voilier de Paul et Marie. Le Paul-Marie, disais-je, n'apparaissait toujours pas à l'horizon. La mer était là, calme, elle me regardait, et fort minaret clamait « Paul-Marie, Paul-Marie, Paul-Marie! » N'apparaissait que du trop rien de cet océan très mer calme, ce qui me déplaisait en dedans au plus haut point. J'apportais les jours suivants mon petit radio à pile. Question de faire le vide sur le dos de mon anxiété. Un jeudi matin, les eaux en la mer ne se comportaient plus comme avant. Une mer devenue idiote. Et l'animateur qui ne cessait pour la énième fois, les mêmes qui ne cessait, oui, l'animateur, oui, qui recensait, pardon, qui recensait pour la énième fois les mêmes nouvelles insipides. Bref, ça ne pouvait pas durer.
Je m'attendais à ce que l'annonceur m'annonce l'inannonçable. Croyez, croyez pas, j'entendis. Le capitaine P.K. Cook de la compagnie Océane P.K. Cook a hissé à son bord le Paul Marie, voilier détrempé en l'eau, sans retrouver l'équipage. Cette nouvelle me cassa le mât. J'étais démonté. Ça m'a pris 2 ans à m'en remettre. Orphelin d'amis, orphelin d'un Québec, pays, pas pays. Ça, c'est écrit en caractère gras, je vous le montre, pour 2 raisons. C'est d'abord l'expression de VLB dans James Joyce, l'Irlande, le Québec et les mots. Et la deuxième raison, c'est que dans mes écrits, vous retrouvez constamment cette grande préoccupation qui est mienne. Donc, orphelin doublement, je me suis fouetté et j'ai finalement digéré ce que j'avais à digérer. J'ai repris le boulot d'habitant la terre, la vie dans l'art, si bien que je suis régulièrement retourné près du phare en mon Far West. Et un jour, aussi vrai que vous êtes vrai, une fille passa sur la grève devant moi, ayant comme les idées disparu. Et l'amie Marie-Marine, je lui ai crié en point d'interrogation. Elle me regarda, s'approcha de moi, les yeux enlarmés, et me répondit, « Je m'appelle l'ami Marie sans Paul sur terre, lui au fond des mers. » Je lis maintenant de la carrière, de la route contre la marche. Préambule liminaire. Ce soir, je voudrais vous entretenir d'un long texte fleuve que la marée marrante aurait laissé au sec et dont la parlure érable socle se serait mariée aux besoins du thème anathème de notre dernier vendredi du mois. Encore que comme les choix sont choyés, les adons pleuvent des ailes éventailles et que nos élandailles repoussent les diables. D'élan vite, vifs et vides, des accroires en parlure de parure, d'apparat ras en huile de sourinette. Je suis donc un homme net, fait et sec. Je capte et j'émets, nommé que très rarement, rate un mât. J'opère à l'eau froide. Je perds mes os sur des pitounes à l'eau. Raftman, Raftman, Raftman. Hi, man. Non. Je sais, ça pourrait résonner comme imam. Qui mène en haut, qui mène en eau. Vif du sujet. Enfin. Mais ce n'est qu'un début. Comme un phare commun. Comme un phare phoque. Le phoque commun. Montez sur le rocher et je pierre Jean-Jacques des flashs de lumière pour vous avertir. En croque-roc, base de crépi, je lumine la pétille et je pupille la crépitude. Comme trait d'union, entre communions semblables, je guide en aphorisme, je m'offre en répit aux diligences d'eau. Éclairage commun, j'éclaire, je rage, tournis avide, clignote tour sans fin, je passe sans cesse mon tour. Phare en dol, baby duck, baby doll, phare barbier, Barbie yay, bébé fuck, bé. Ma vie était noire, jour et nuit, rayon de vie des îles, je repasse à bout de tout. Je repasse à bout de tout.
C'est fort, me direz-vous, c'est étouffant fort. Je me suis automatisé, je suis inhumain, surtout humain. Je claironne, ma joie est hymne, au do, si, ré, mi, fa, fa. Je commande et je m'accommode. Au bureau, je note, notataire, notaillon, je note notre note. Notre Père des maîtres se dut après Dieu. Je bac les Amadéus, je bite aux veines, des cœurs marinés en chorale sirène. Ces derniers temps, je suis un fort aux tomates. Je suis juteux, je vous avertis, des temps derniers présents, qui ne seront pas des cadeaux. Je flash et j'étincelle, celle qui m'embrume, celle qui m'allume, celle qui me met seule, celle qui mieux, celle qui aime le mieux quartier, celle qui me ponte le Jacques, à qui mieux, celle qui sépare et me sépare. Je flash et j'éteins les fonds de teint. L'enfoire des appels de sirène, je projette la lumière par séquence. Je suis un régulier, bien réglé, je colle les bateaux et les barques, je calme les barjots et la badge à oiseaux. Je clame la lame des ondes, je réclame l'enseigne de vigie. Je tente de proclamer la fin, des bateaux font de l'eau. Comme un phare, je cligne, comme un fan déligné, comme enfin des limités, comme enfoirés des saltimbanques, comme des hommes en bulle, comme alignés vers le sombre, comme en fort cruche. Commence le fort triste, commente le fortiche. Comme air à boire, comme un fleuve à dompter. Coudonc, t'es qui, t'as caté, catéchorique, carquois, adépi, tipi, cacquois, cacaris, cacacanis, cacanuit, faramineux, moine neuf, carton et cartilage carafe. Phare rameux et ramé, phare fermé, phare mai du printemps, phare martien, phare maritime, phare timé d'étang, phare du comme d'hiver, phare de comme partagé, phare pataugé âgé, phare tocloc, phare moche plouc, phare à mouche lu, phare luciole, phare fouillé. Qui parle? Qui écoute? Qui est du bastingage? Oyez des bases noyées. Qui es-tu phare? Au-delà de tes notes de passages étroits. Qui es-tu phare? Au moyen des pulsions de tes sages droits. Qui es-tu phare? Au moi des siens et des encore qui croient. Qui sommes-nous, phare? Paysans noyés? Partisans choyés, parmesans fripés, parlement raté, paillasson râpé, papapa, raton, lavé, lave-lavé. Qui sont-ils, phare? Pères ou ennemis? Vrais faucheurs ou faux véleurs? Zabot ou poteau des pastèques? J'aime les gardiens de phare. À bas les pharisiens. André, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, du côté transplanté à la thématique, et puis j'ai eu c'était vraiment l'idée de vous amener à un point très loin du globe pour essayer de cerner un certain nombre de phares qu'on va appeler continentaux.
Et j'imagine que plusieurs d'entre vous s'amusent avec Google Earth. Alors, on va faire un petit voyage Google Earth comme ça, avec un premier poème qui s'appelle Géopolitique. Alors, le tic géopolitique, donc, ça part comme ça. Alors, les Afriques dussent-elles encore pâtir? Les Amériques ne sauraient continuer de souffrir le platonique amour des émirs. L'européique continent pouvait frémir, l'orientique volcan persisterait à gémir la musique de ses implacables soupirs. La frénétique Russie ne pouvait plus dormir. L'asiatique ghetto devait aboutir à l'éthique indispensable pour se rebâtir. L'Australique archipel saurait-il se suffire? La République allait-elle en Chine anoblir l'ascétique parfum des droits à rétablir? L'Antarctique placidité allait-elle concourir? L'Arctique fragilité saurait-elle alourdir l'épisodique équateur qui cherchait à déglutir? Frénétique, Théos ne savait plus en rire. Fanatiques homilidés en délire, l'ethnologique approche les ferait-ils tous périr? Alors, si on continue dans le petit aménagement Google Earth, mais quand on se rapproche de la Terre, on sait qu'on peut aller jusqu'au flou total, et on remonte un petit peu pour aller voir dans ce phare-là certaines des préoccupations, des méta-préoccupations que nous avons un peu comme être humain. Alors, je vous invite à regarder ça comme si on était dans une salle opératoire, un bloc opératoire universitaire et qu'on regardait une série d'opérations qui se passent. Alors, le petit poème s'appelle précisément Sur le billard. Et il se préoccupe donc de ces... il s'intéresse à ces méta-préoccupations-là des humanoïdes. Alors, sur le billard, circoncire l'avenir, du prépuce le démunir, contre-gonflement le prémunir. Exciser la pensée, des lèvres l'éloigner, de l'échauffement la préserver. Hystérectomiser la franchise, de son sein l'interdire, pour qu'enfantement ne se produise. Castrer la créativité, du séminal la priver, pour que soulèvement soit nivelé. Électrocuter la transparence, pour ses cervelets la potence, contre déséquilibre la dépendance. Chirurgiser l'allégresse, lui implanter la paresse, pour que torpeur point ne transgresse. Fendre la liberté, qui comme un bûche séchée, ne sera bonne qu'à brûler. Bon, ben, si on continue dans le même, dans le même environnement Earth, alors de ces méta-préoccupations de l'humanoïde moderne, l'ultra-spécialisation m'amène à vous proposer le prochain texte comme la bougie chancelante d'un phare sans autre lumenne. Ça s'appelle spécialisation. Alors, on sait que spécialisation dans l'espagnol, c'est quelque chose, mais je m'en rapporte plutôt à la terminologie française spécialisation. Alors, j'ai un peu de misère avec l'ombre. Alors, ça parle de spécialisation. Je ne suis spécialiste en rien et je m'en garde bien. Pour cuire le pain et être doué, ne me fait point boulanger. D'Amib, je ne suis pas devenu batracien pour m'arrêter à mes courses amphibiens. Parier sur la spécificité pour évoluer, n'est-ce pas miser à systématiser? Serait-ce le devoir du moderne humain de s'imaginer cabotin sans lendemain, au terme d'une vie à travailler, assise sur une enfance à s'y préparer? Nul besoin d'être neurochirurgien, M. Couillard, nul besoin d'être neurochirurgien pour des neurones estimés combien s'endormiront de béate insipidité au fil d'une vie trop administrée.
De spécialistes à automaticiens n'y serons-nous pas demain si notre vaillante société, la dissidence, persiste à niveler? Bon, alors cette fois-là, sur Google Earth, je vous propose qu'on explore un peu les prairies et ce qu'elles produisent. Évidemment, on parle de phares, on parle de repères, on parle beaucoup d'alimentation dans ces temps-ci. Alors, il y a un petit poème que j'ai écrit, Alimentasque, ça s'appelle. Je pense à la famine bien garnie dans nos assiettes. Alors, des assiettes pleines, mais de quoi maintenant? Je vous lis ma petite synthèse là-dessus. C'est un peu vitriolique. Alors, Madame de Nourriture brasse de bien espiègle seigle. Efficace en paperasse, en voici la seule règle. Faible en matière grasse, grasse en matière faible. Industrie grasse, ils utilisent la faim comme cuirasse. Imagerie, leur tétrasse sans cesse gave les voraces. Peu importe la vérace, l'emballage emporte la crasse. Sucre sans trace, lipides plein la besace. Ils en font de la biomasse pour en tirer leur bouillasse, puis ils hydrogénacent ces merdasses pour éviter la collective chiasse. Merci André. Alors donc, je vous disais qu'on va prendre une pause, mais pendant la pause...